les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Eh bien, vous le voyez dans un décor qui n'est pas le mien, nous sommes à Monaco. Eh bien, parce que je suis en collaboration avec l'Automobile Club de Monaco pour le Rallye Monte-Carlo historique. Mais il fallait tout de même faire un push-lap, épisode spécial en soi, sur les F1 2026, avec les essais privés, le shakedown qui s'est réalisé du côté de Barcelone. Les premiers F1 2026 sont roulés et je pense qu'il fallait qu'on voit en profondeur tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on n'a pas pu voir, tout ce que vous n'avez pas pu voir du côté de Barcelone. On s'est renseigné pour voir tout ce qui s'est passé et croyez-moi, il y a de belles choses à dire clairement sur tout ce qui s'est passé à Barcelone. Un bon épisode spécial, on va se régaler ensemble. On va passer je ne sais pas combien de temps à partir du moment où je démarre ce podcast, ce push lap, puisque en vrai j'ai préparé beaucoup de textes, je vous cache pas, donc ça peut durer un bon bout de temps, mais pour une bonne raison, ça c'est sûr et certain. Avant tout, immense merci pour tous vos petits messages, tous les commentaires, toutes les vues également sur le premier épisode de la deuxième saison. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la Formule 1, ça c'est sûr et certain, mais également dans une nouvelle ère de push lap avec la saison 2, avec un premier épisode avec Julien qui s'est trop bien passé, j'étais trop content. C'était d'ailleurs, il me semble, l'épisode le plus long de l'histoire de push lap dans les non pas dans les hors-séries, parce que celui avec Sandro Giusti qui était trop cool, il a duré 2 heures aussi, plus de 2 heures. Celui-là avec Julien, le premier pour lancer la saison 2, c'était vraiment de la meilleure des manières. On a bien discuté sur tout ce que l'on voulait voir et bien dans cette nouvelle saison de Formule 1, c'est la saison 2026 qui a en quelque sorte déjà commencé avec le retour de push lap et puis bien sûr avec les essais privés qui se sont déroulés donc à Barcelone. Il y a déjà des enseignements à en tirer. On va sans plus attendre entrer dans le vif du sujet. Avant tout, même, j'ai envie de dire, merci pour tous vos messages, je lisais pour YouTube. Merci beaucoup si vous regardez cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser le pouce bleu. Pour ce qui est du podcast audio, si vous l'écoutez, les amis, n'hésitez pas à noter pour un bon référencement sur les plateformes de podcast, comme vous voyez sur Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast également. Peu importe où vous êtes, notez. Ça donne de la force. Donc merci beaucoup pour votre force. Et puis on rentre directement dans le vif du sujet avec les F1 2026. Clairement, est-ce que Mercedes a été aussi tonitruante qu'on peut le dire, qu'on peut l'annoncer? Qu'en est-il de Ferrari? Qu'en est-il de McLaren? Qu'en est-il même d'Alpine qui est entendu comme l'une des grosses surprises de cette saison 2026 de Formule 1 motorisée par Mercedes? Qu'en est-il d'Aston Martin plus particulièrement, qui est attendu comme l'équipe qui doit absolument performer pour cette nouvelle ère de la Formule 1? C'est the place to be, où l'année plus particulièrement il faut être pour Aston Martin. Et puis qu'en est-il également des Cadillac? Qu'en est-il d'Audi? Qu'en est-il de Haas? Et qu'en est-il de Williams, même s'ils n'ont pas participé à ces essais de pré-saison? Je rappelle qu'il y aura des essais hivernaux à Bahreïn, non pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines. Puis la semaine suivante il y aura de nouveau une phase de test du côté de Bahreïn. On aura le temps d'en reparler dans les prochains push laps, ça c'est sûr et certain. Push Lap, épisode 2, saison 2, c'est parti avec tout ce qu'il s'est passé à Barcelone. Le shakedown de Barcelone, ce n'était ni un show ni une séance de chrono, ni un test pour faire rêver, c'était un test de survie technique. Oui, j'assume de le dire, dans la plus grande révolution réglementaire de l'histoire de la Formule 1, non pas moderne, mais dans l'histoire, dans la globalité. Nouvelle voiture, nouveau moteur, nouvelle aéroactive, nouvelle gestion énergétique également avec la partie électrique du moteur des power units qu'on peut avoir en Formule 1, nouveau carburant également. Et malgré d'ailleurs tout ce qui s'est passé du côté de, j'ai envie de dire de Barcelone, avec un certain blackout, une communication assez verrouillée, malgré la sécurité qui pouvait paraître assez absurde. Je rappelle qu'il y avait quand même des policiers, des flics armés quand même aux abords du circuit pour protéger l'accès au tracé de Barcelone sur le circuit de Catalunya pour éviter toute fuite ou éviter que des intrus puissent entrer dans l'enceinte du circuit qui était vraiment ultra sécurisé. Ça pouvait paraître assez absurde. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu je l'ai mis sur mon Twitter plus particulièrement. Je l'ai mis sur mon Twitter. Il y a un mec quand même c'est un malade mental. Il a survoler le circuit de Barcelone en avion, en hélicoptère, j'ai pas pu voir, pour voir les essais hivernaux, pour voir ces essais de pré-saison, le shakedown. On est là quand même, un malade mental, mais voilà, qu'est-ce que je vous dis? On est en Espagne, là-bas il y a des fous. Il s'est passé énormément de choses, pas visibles à l'œil nu, pas toujours dans les chronos d'ailleurs, mais fondamentales pour comprendre la saison 2026. Aujourd'hui, l'objectif dans cet épisode de Push Lap n'est pas de dire qui sera champion, mais l'objectif c'est de répondre à plusieurs questions, ou du moins une question intéressante. Qui a compris le plus vite ce que demandait la nouvelle ère de la Formule 1 et la F1 2026? Qui est déjà opérationnel dans cette nouvelle ère et qui est déjà en retard parfois
parfois sans même s'en rendre compte d'une certaine manière. On va entrer dans les détails directement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il faut comprendre le contexte technique de 2026. Pourquoi tout est plus complexe aujourd'hui dans cette nouvelle ère de la Formule 1 et pourquoi on affirme haut et fort que c'est la plus grosse refonte réglementaire de l'histoire de la F1, de l'histoire de la catégorie N du sport auto. Avant même de parler des équipes, il faut comprendre ce que demande la Formule 1 donc 2026. On n'est pas simplement sur il y a moins d'appui, c'est des moteurs différents. On est sur une révolution systémique. Le moteur, déjà, dans un premier temps, on est sur 50% de la puissance, 50% de la puissance du power unit vient d'une partie électrique, donc c'est 50% électrique, 50% thermique. Une récupération d'énergie beaucoup plus agressive aussi également, ça on va tout parler on en parle depuis très longtemps, mais on va continuer à en parler très longtemps avant le premier Grand Prix de la saison qui aura lieu en mars du côté de l'Australie. Disparition du MGUH, donc moins de tampon, on va dire ça, un carburant durable qui ne brûle pas comme de l'essence fossile, et puis résultat donc le moteur ne se gère plus uniquement en puissance, mais en équilibre énergétique permanent, mais quand je vous dis permanent, c'est véritablement permanent. Il y a l'arrivée de l'aéroactive également, avec un aileron avant et un aileron arrière qui sont mobiles, mode ligne droite, mode virage, interaction directe avec la gestion du moteur, surtout sur la partie électrique. Le pilote ne pilote plus juste une voiture, il pilote un système dynamique en lien constant avec l'ingénieur. Pour ce qui est du châssis, on a des voitures qui sont plus petites, qui ont moins d'appui, qui sont plus instables en entrée de virage et plus rapides en ligne droite. Des voitures qui glissent, elles demandent plus de correction, elles exposent davantage le talent, mais aussi forcément les erreurs. Mais vous allez le voir dans ce push-lap, et notamment dans le dernier épisode, dans le premier épisode de la saison 2 là, cette semaine avec Julien, on en parlait des réactions des pilotes en particulier, avec George Russell, avec Antonelli aussi, qui ont plutôt dit qu'ils étaient contents du comportement des F1 2026. Lewis Hamilton, aujourd'hui, au moment où on se parle, a déclaré que les F1 2026, du moins sa Ferrari, étaient beaucoup plus joueuse bien sûr, mais c'était beaucoup plus plaisant de piloter les F1 2026 par rapport à l'ère à effet de sol. Donc déjà c'est un bon enseignement à en tirer de ces premiers essais shakedown du côté de Barcelone. Et dans ce contexte forcément, la question n'est pas qui est le plus rapide. Je pense que je vais véritablement appuyer dessus parce que j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux de gens qui disaient Ferrari a fait le meilleur temps, et on va en parler des temps bien sûr, mais Ferrari a fait le meilleur temps, c'est exceptionnel et tout, c'est bon signe pour la suite de la saison 2026. C'est pas forcément un bon signe, ça veut même strictement rien dire de chez rien dire. La vraie question est qui comprend le plus vite comment tout cet ensemble de F1 2026, de nouvelle ère de la Formule 1, comment tout ça fonctionne ensemble. Qui a réussi à tout allier pour aller dans la bonne direction? Le contexte technique de pourquoi tout est plus complexe dans un premier temps, le premier enseignement majeur, donc, c'est la fiabilité globale qui est bien meilleure que prévu. On craignait un scénario catastrophe façon 2014. J'en faisais partie des gens qui étaient très inquiets sur ça, parce que en 2014, pour ceux qui ne se souviennent pas, on avait des nouvelles ères de la Formule 1, en particulier sur la partie moteur, avec des moteurs qui étaient fragiles, c'était l'entrée des V6 hybrides, des programmes qui étaient un peu hachés, des teams qui étaient assez immobilisés, la réalité était très très différente. Le seul motoriste qui s'en sortait, c'était Mercedes à l'époque en 2014, avec notamment l'hégémonie qu'il y a pu y avoir par la suite de Mercedes avec Nico Rosberg et également Sir Lewis Hamilton. Les équipes ont, là aujourd'hui, la réalité elle est très différente. Les équipes ont roulé, beaucoup même roulé, et surtout de manière assez exploitable, notamment dans un premier temps, j'ai pu noter juste ici, je vais vous retrouver ça là, voilà, pour ce qui est de l'écurie Mercedes. Alors, Mercedes a roulé au total 500 tours, soit plus de 2300 km. Et pas en mode survie, attention, mais avec un programme structuré, fermé avant même la fin de la semaine. C'est-à-dire qu'ils ont roulé 3 jours, mais ils ont roulé jusqu'à jeudi et vendredi, ils ont laissé. Ferrari, de l'autre côté, ça a été un départ compliqué par la météo, mais gros rattrapage derrière. Au-delà des 2000 km, ce chiffre est capital parce qu'il montre une équipe qui est déjà prête opérationnellement. Je vais vous dire un petit peu quelles sont mes tendances plus particulières entre Mercedes et Ferrari. Red Bull Powertrains avec Red Bull plus Racing Bulls, le volume est très solide quand même pour un moteur totalement nouveau, donc avec l'arrivée de Ford sur seulement 2 équipes. Et puis à l'opposé, on a quand même Aston Martin qui a eu une arrivée tardive, ça on va en parler, seulement 65 tours au total, et particulièrement pour Lance Stroll, c'est 4 tours seulement le jeudi soir. Ce n'est pas un shakedown, c'était vraiment une mise sous tension, et ça nous indique que les équipes usines sont prêtes
prêtes en amont et ont déjà quand même une certaine avance structurelle. Et c'est le point que je vais appuyer dans quelques instants quand on va parler de Mercedes. Et puis les chronos, attention, ça à lire intelligemment, ça veut rien dire les chronos, mais je vais quand même vous les donner. Lewis Hamilton, meilleur temps, 1:16.348. George Russell, 1:16.445. Lando Norris avec la McLaren, 1:16.594. Et Charles Leclerc, eh bien 1:16.653. Voilà ce que ça veut dire au niveau des chronos. Et puis dans les nombres de tours qui ont été réalisés par pilote, eh bien, je vais vérifier si c'est bien ça et j'ai bien noté. Pour ce qui est de... Oui, George Russell. Russell a fait le plus de tours, c'est attendu pour Mercedes. 265 tours au total, 239 pour Esteban Ocon. As qui a été très très discrète, et on va en parler, ne vous inquiétez pas, mais qui a réalisé des bons essais hivernaux. Andrea Kimi Antonelli, 237 tours, et Charles Leclerc, 234. On voit des équipes qui ne testent pas pour exister seulement, mais qui testent pour comprendre en profondeur la voiture et le moteur dans une totale refonte réglementaire dans cette Formule 1-là. Je vais même globaliser ça avec les tours réalisés par manufacturiers motoristes. Mercedes, donc dans la globalité des écuries, Mercedes qui a sur ses essais hivernaux roulé avec McLaren, Mercedes et Alpine. Je rappelle que Williams, eux, n'ont pas roulé sur ces essais du côté de Barcelone. C'est 1136 tours au total pour le moteur Mercedes, 5290 km au total. Ferrari, c'est 992 tours au total avec 4619 km parcourus. Red Bull Powertrains avec deux équipes, 2896 tours au total. 2896 km, 1022 tours. Audi, seulement 240 tours pour un peu plus de 1000 km parcourus. Et donc je le disais, Honda, motoriste de Aston Martin, exclusif d'ailleurs, 65 tours seulement, et donc 302 km. 302 km, c'est même pas la... je dis peut-être des conneries, mais 302 km, c'est même pas la distance totale du Grand Prix de Barcelone. Il me semble... 302 km, c'est très peu, mais il me semble que c'est même pas le nombre de kilomètres d'un Grand Prix entier, en particulier à Barcelone. Pour les équipes en particulier, je disais 500 tours pour Mercedes, Ferrari 442, As 386, Alpine 349, Racing Bull 319, Red Bull 303. Red Bull qui a eu des essais entachés par le crash de Isaac Adjar, qui n'était pas de sa faute, je le dis dès le début d'ailleurs. McLaren 287 tours, Audi 240, Cadillac 164 et Aston Martin donc 65 tours avec le moteur Honda. Voilà du moins pour l'ensemble des tours qui ont été réalisés. Et le pilote qui a réalisé le moins de tours dans ses essais de pré-saison du côté du shakedown de Barcelone. Félicitations à Lance Stroll pour les 4 tours parcourus jeudi soir. Bravo à lui. Bref, allons directement parler des écuries. Ouais, parlons des écuries, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire, plus particulièrement sur l'écurie qu'on attendait le plus pour ces essais de pré-saison. C'est eux qui devaient donner le plus de réponses ou donner peut-être un peu plus de peur par rapport aux autres écuries, parce qu'on va devoir clairement se méfier, bien sûr, du moteur Mercedes, mais il faut le dire clairement, de l'écurie Mercedes. Si c'est la référence technique, à mon sens, aujourd'hui, de la nouvelle ère de la Formule 1 2026, Mercedes. S'il y a une équipe qui sort de Barcelone avec un statut clair, lisible et assez incontestable, oui, c'est l'écurie allemande. Pas parce qu'elle a fait le meilleur temps, pas parce qu'elle a communiqué plus que les autres d'ailleurs, parce que c'est un fait, Mercedes a bien communiqué, mais parce qu'elle a fait exactement ce que la F1 2026 exige dès le premier roulage: comprendre, valider, maîtriser. Oui, c'est un shakedown qui a parfaitement été exécuté du côté de chez Mercedes. Dès le premier jour, Mercedes donne une impression très rare dans une nouvelle ère réglementaire, celle d'une équipe qui ne découvre pas en fait la réglementation. Le programme a été fluide, les relais s'enchaînaient, aucune panique, aucune improvisation visible, et Mercedes boucle même ses 3 journées de roulage sans aucun problème, sans chercher même à remplir pour remplir, à rouler pour rouler. Non, ils avaient un programme, ils ont fait le programme qu'il fallait. Ça, c'est le comportement d'une équipe qui est déjà structurée autour du règlement 2026. Le chiffre clé, c'est le kilométrage, j'en parlais juste avant. Mercedes termine Barcelone avec 500 tours, soit plus de 2300 km parcourus avec la voiture d'usine, donc Mercedes l'écurie. Mais surtout, quand on élargit le lecteur au moteur, le constat devient encore plus fort. Le Power Unit Mercedes dépasse
5200 km cumulés sur l'ensemble des équipes clientes, dans une réglementation où quand même c'est 50% de la puissance électrique dans la nouvelle réglementation moteur, la gestion énergétique est centrale et la corrélation piste-simulateur est critique. Ce volume de roulage représente donc un avantage structurel véritablement énorme. Et puis le moteur 2026 n'est pas un simple générateur de puissance sur la partie électrique, c'est un système énergétique global que le pilote doit comprendre et anticiper. Et sur ce point, oui, Mercedes marque déjà des points. Les retours indiquent un pilotage vraiment facile sur lequel il est facile de s'adapter. Une voiture, un power unit où il est facile de s'adapter pour les pilotes, ou du moins on s'adapte plus rapidement pour Russell et Antonelli. On a une transition thermique électrique qui semble fluide pour l'instant. Je dis bien encore une fois, il faut prendre des pincettes par rapport à ce qui s'est passé durant ce shakedown. Une puissance électrique exploitable sans comportement piégeux, ce qu'on a pu voir notamment sur le power unit du côté de chez Audi, qui est forcément nouveau. Pareil du côté de chez Honda, il y a eu quand même des retours qui ont été difficiles, avant même d'ailleurs le shakedown avant même le shakedown du côté de Barcelone. Il y a eu chez Ferrari. Alors chez Ferrari, ça s'est quand même bien passé. Alors je vais peut-être pas m'avancer non plus, je suis du côté de chez Ferrari. Bref, le moteur, du moins à Mercedes, le moteur a été lisible, ce qui est fondamental forcément pour amorcer cette saison 2026. Parce qu'un moteur difficile à lire, pour vraiment traduire ça, c'est un pilotage qui hésite, une stratégie qui se complique, et puis une performance qui s'effondre sur la durée. Bref, aujourd'hui, Mercedes ne subit pas son moteur, elle l'exploite au mieux, et ça c'est vraiment véritablement la bonne nouvelle aujourd'hui si vous êtes fan de Mercedes. Il y a surtout un point que je voudrais aborder, c'est Russell ou Antonelli, je ne sais plus exactement, vous pourrez me le dire en commentaire, qui a abordé la question du simulateur. Pourquoi je parle du simulateur ? Parce que Russell et Antonelli ont dit en fait que la voiture se comportait mieux en piste que sur le simulateur. Elle était meilleure en piste que sur le simulateur. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, la voiture se comporte mieux sur le simulateur que dans la réalité. Le simulateur peut parfois n'a pas les conditions de la réalité pour pouvoir, j'ai envie de dire, pour être fidèle à ce qui se passe sur la piste en réel quand la voiture elle tourne. Là, on est chez Mercedes, on nous a quand même dit ah oui, en fait, la voiture elle est mieux que dans le simulateur. Alors, est-ce que c'est de la communication ? Est-ce vraiment la réalité ? Est-ce que ça affiche un optimisme qui en est effrayant pour la concurrence ? L'avenir nous le dira. Bon, du moins, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on nous dit du côté de chez Mercedes. Moi, j'ai tendance à les croire parce que, oui, quand on regarde tout ce qui se passe par rapport à ce qui s'est passé à Barcelone, la Mercedes, ils sont à un niveau qui est vraiment très très haut en termes, non pas de performance, mais en termes de programmes des programmes qui ont été assurés tout au long de leurs essais shakedown du côté de Barcelone. Donc, j'ai tendance à croire George Russell et Andrea Antonelli qui, de toute façon, ont été extrêmement positifs. Dites-vous qu'il n'y a pas eu un problème. Il n'y a pas eu un seul pépin du côté de chez Mercedes sur les combien de kilomètres qu'ils ont parcouru, l'écurie, là ? Ils ont parcouru 500 tours. Sur les 500 tours, c'est quand même 2300 km, hein. Il n'y a pas eu un seul problème. Donc de ce fait-là, oui, je vois beaucoup sur Twitter des gens qui critiquent notamment le média The Race, qui disent oui, ils n'arrêtent pas de faire des articles sur Mercedes. Déjà, je peux vous le dire, c'est faux, parce que quand vous allez sur la homepage de The Race, il n'y a pas que des articles sur Mercedes, il y a des articles sur Ferrari, des articles sur McLaren, des articles sur Aston Martin, des articles vraiment tout le temps pour toutes les écuries. Mais après, il y a un truc qu'il faut mettre en avant, c'est que l'écurie qui parle le plus, c'est Mercedes aujourd'hui. L'écurie qui se montre optimiste mais prudente, oui, c'est Mercedes. Donc Mercedes parle. Et puis les pilotes sont validateurs de la voiture qui est la W19. Et j'ai oublié le nom des voitures. Bref, la Mercedes 2026, c'est quand même bien validé par les pilotes. On sent surtout un truc, c'est que du côté de chez Mercedes, j'en parlais un petit peu juste avant, mais c'est vraiment la référence par rapport à Russell et Antonelli, c'est qu'on ne les sent pas découvrir la voiture. Alors peut-être sur les premiers tours de la nouvelle ère, avec la nouvelle réglementation sur les premiers tours le lundi, oui, peut-être qu'on avait cette sensation, bien sûr, de découvrir la voiture. Mais après, on sentait que dans les déclarations et dans ce qu'il y avait des retours justement autour de Mercedes, c'est que pour eux, c'est bon, ils connaissaient la voiture et ils commençaient un certain développement pour aller chercher
dans les prochains essais de la performance. Et le duo Russell-Antonelli, pour moi, est utilisé de la manière d'une manière très intelligente. On a un Russell qui structure le programme, qui multiplie les retours, observe aussi beaucoup depuis le muret et la piste. Antonelli, lui, accumule une quantité de kilomètres assez impressionnante pour un pilote aussi jeune. Mercedes ne teste pas seulement une voiture, mais Mercedes construit déjà son environnement en 2026. Et j'insiste surtout sur ce point. Par rapport aux pilotes que sont Russell et Antonelli, nous sommes dans une année charnière, particulièrement pour George Russell. Dans un premier temps, Russell, contrat qui se termine à la fin de cette année 2026. Objectif clair, net et précis, selon moi, pour Russell, c'est le titre. Cette année, George Russell doit remporter le titre. Donc, au vu des essais de pré-saison, je vais y arriver, à Barcelone, ça semble, je ne vais pas dire aujourd'hui que Mercedes est championne du monde, très loin de là. Par contre, ce serait faux de dire que Mercedes n'est pas dans la meilleure des positions pour amorcer le début de l'année 2026. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'accorder sur ça, du moins c'est mon avis par rapport à tout ce que je peux lire. Après, c'était des essais de pré-saison, oui, à huis clos, c'est vrai, mais par rapport à tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on peut entendre, et aussi quand on se renseigne un petit peu, je pense qu'il y a, surtout, c'est pas que je pense, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'écuries qui se posent des questions autour de du véritable niveau de performance du côté de chez Mercedes. Pour ce qui est de Russell, je le disais, il a une pression immense sur ses épaules. Il a fait sa meilleure saison en carrière en 2025. Aujourd'hui, clairement, c'est objectif titre pour Russell. Il doit aller s'imposer, du moins il doit aller jouer le titre dans un premier temps et pour la première fois de sa carrière en Formule 1. Et surtout qu'il a une énorme pression sur ses épaules, celle de Max Verstappen, qui peut rejoindre Mercedes en 2027. Petit rappel sur le contrat de Russell. 2026, je le disais, saison assurée pour lui. 2027, par contre, c'est en option, donc il doit avoir un certain niveau de performance pour qu'une clause s'active, pour qu'il puisse prolonger du côté de chez Mercedes. Cependant, on ne sait pas à l'heure actuelle quelle est la véritable clause de Russell dans son contrat. Est-ce qu'il doit devenir champion du monde pour prolonger? Est-ce qu'il doit marquer un nombre de points précis pour prolonger? Est-ce qu'il doit terminer au championnat du monde à une certaine position précise pour aller pour prolonger? Bon, ça on ne sait pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Et pour ce qui est d'Antonelli, c'est lui l'avenir de Mercedes, c'est lui qui peut être considéré comme le prochain champion du monde du côté de Team Mercedes par Toto Wolff, du moins ça en est l'objectif, de construire, polir ce joyau pour qu'il devienne, qu'il aille décrocher la couronne mondiale. C'est une saison charnière dans l'histoire de Mercedes, de renouveau après le départ de Lewis Hamilton. Et en tout cas, moi, oui, je le vois clairement, Mercedes jouer le titre mondial cette année. Et je vais aller plus loin par rapport à ça. Alors, je vais peut-être aller un peu trop vite par rapport à Williams, par rapport à Alpine, mais également par rapport à McLaren. McLaren, déjà, je ne les vois pas champions du monde cette année. Il y a surtout un point qu'il faut comprendre par rapport à cette nouvelle réglementation. Ce sont les écuries qui arriveront à faire le meilleur alliage, la meilleure composition moteur, châssis, qui deviendront champions du monde. Les seuls qui peuvent faire ça, ce sont donc Mercedes avec le moteur Mercedes, du coup forcément l'écurie Mercedes, Ferrari et peut-être donc et Red Bull, bien sûr avec Red Bull Powertrains Ford, et également forcément Aston Martin avec Honda, mais ça on en parlera après. Donc c'est pour ça que je ne vois pas McLaren aller chercher le titre. McLaren qui a eu je touche à la caméra. McLaren qui a eu des problèmes durant ces essais de pré-saison à Barcelone. Ils ont des problèmes au niveau de la pompe à carburant, si je ne me trompe pas. Bref, il y a quand on regarde un petit peu dans la globalité, c'est qu'on voit beaucoup d'écuries on voit beaucoup d'écuries qui ont eu des problèmes sur le lien entre le châssis et le moteur. Sauf Mercedes, à l'heure actuelle. Ferrari, il ne me semble pas qu'il y ait eu autant de problèmes. Bref, ils ont le volume, Mercedes, ils ont la fiabilité, la compréhension, l'organisation dans une Formule 1 aussi complexe. Cette avance-là est souvent plus dangereuse que la performance brute au moment où on se parle. Donc voilà, oui, Mercedes est l'écurie qui a le plus réussi, à mon sens, les essais de pré-saison à Barcelone. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, la Scuderia Ferrari. Alors oui, la Scuderia Ferrari a été plus discrète que
Mercedes, parce que c'est un statut très particulier, presque paradoxal. Non, Ferrari n'a pas dominé le shakedown, mais pourtant ils ont fait le meilleur temps, mais c'est pas forcément une domination. Ferrari, apparaît comme le concurrent le plus crédible derrière Mercedes. Oui, j'ose l'affirmer. Ferrari n'est pas l'écurie qui a le plus roulé. Ferrari n'a même pas d'ailleurs cherché à impressionner. Et puis contrairement à Mercedes, c'est vrai, Ferrari ne démarre pas Barcelone n'a pas démarré à Barça avec un programme agressif. J'ai envie de dire, la météo d'ailleurs a perturbé le premier jour. Le rythme était quand même assez mesuré. La communication a été minimale, contrairement, c'est vrai, à Mercedes. Mais ce n'est pas un hasard, puisque depuis plusieurs saisons, Ferrari a profondément changé dans sa manière d'aborder les tests hivernaux. Moins de démonstrations, plus de méthodes, plus de discipline. C'est vrai avec ce qui est plus particulièrement par rapport à ces essais à Barcelone. Ferrari ne vient pas à Barcelone pour raconter une histoire. Ferrari est venu valider une première base du côté de la Catalogne. Au total, Ferrari a bouclé le shakedown avec un peu plus de 2000 km parcourus. Ce n'était pas le record absolu, mais c'est un volume très élevé compte tenu des conditions météo où ils ont roulé, notamment c'était mardi matin, en début de semaine, et d'un programme volontairement progressif. Et surtout, ce kilométrage raconte une chose essentielle. Ferrari n'a jamais perdu le contrôle de son programme. Pas de longue immobilisation, pas de problème structurel majeur, pas de journée vide d'ailleurs pour la Scuderia Ferrari. Chaque jour, Ferrari avançait et chaque jour, Ferrari apprenait. Et ça, aujourd'hui, dans le contexte de la Scuderia Ferrari par rapport à la saison dernière, c'est une excellentissime nouvelle. C'est une bonne avancée, même, j'ai envie de dire, par rapport à où est-ce qu'on était l'an dernier. On avait une écurie qui était malade, où le mariage Lewis Hamilton, Scuderia Ferrari a été un fiasco, à mon sens. Quand on élargit d'ailleurs la lecture au niveau du moteur pour Ferrari, le signal est encore plus fort. Le power unit de Ferrari dépasse 4500 km cumulés en incluant les équipes clientes. C'est le deuxième meilleur total d'ailleurs du plateau de la Mercedes. Et dans une réglementation, je le rappelle, mais où la gestion électrique est totalement repensée, le carburant durable modifie les comportements de combustion et la disparition du MGUH redistribue ses cartes, eh bien Ferrari ressort comme le motoriste peut-être le plus proche, certainement, de Mercedes en termes de compréhension globale. Et c'est extrêmement rassurant. Pas essentiellement pour Ferrari, mais c'est rassurant pour la Formule 1. La peur que j'avais par rapport à ces essais de pré-saison, c'était la peur d'avoir en fait Mercedes toute seule devant. Voilà, véritablement. Mercedes tout seul devant, tranquillement, avec son power unit extrêmement surpuissant. Et puis là, finalement, en fait, on voit Ferrari, du moins le power unit Ferrari, plutôt bon. En fait, bon dans la fiabilité, même très bon dans la fiabilité. J'ai pas cette angoisse de me dire Mercedes va être devant toute seule et Ferrari va être encore derrière. Non, Ferrari a fait un très bon travail cet hiver, du moins sur le moteur, dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps. Maintenant, on verra comment les choses évolueront, mais c'est vrai que là, on a vu très peu de soucis qui ont été visibles. Des retours pilotes positifs, une fiabilité rassurante dès le premier roulage. Et puis il y a une chose à comprendre avec la Scuderia Ferrari, c'est la voiture 2026 plus particulièrement. Au-delà du moteur, c'est la SF26 qui était dans une spec A. Alors qu'est-ce que c'est que la spec A ? La voiture que vous avez vue à Barcelone, sur les photos, les images et les vidéos, c'est une version basique, totalement paradoxale à Aston Martin qui a apporté la Batmobile. Bref, la version Spec A, donc de la Scuderia Ferrari, ça signifie que certaines solutions aérodynamiques majeures ne sont pas encore en piste, que le potentiel maximal n'est pas recherché, donc forcément, et que l'objectif est à la compréhension et non pas à l'optimisation. Et pourtant, malgré ça, cet SC26 Spec A roule beaucoup, accepte des charges progressives et permet au pilote d'aller chercher la limite sans comportement piégeux. Ce qui était très plaisant, c'était de voir Lewis Hamilton très content, du moins dans un premier temps plutôt content de la SC26. Charles Leclerc qui affichait quand même un sourire à la fin des essais de pré-saison du côté de Barcelone. Et dans une nouvelle ère où une voiture saine à 90% est souvent plus précieuse qu'une voiture brillante mais incomprise, et puis quand on regarde Hamilton et Leclerc, je le disais, le meilleur temps de la semaine signé par Lewis Hamilton a marqué les esprits peut-être, allez on va dire ça, mais l'essentiel n'est pas le chrono, ce sont les mots. Hamilton parle d'une voiture plus vive, plus glissante, plus joueuse et plus facile à rattraper. Ce vocabulaire est, à mon sens, très révélateur, surtout venant d'un pilote qui avait souffert avec la génération précédente, très rigide et quand même peu expressif, qui ne convenait pas de toute façon à Sir Lewis Hamilton. Donc ça veut dire que si la F1 2026 revient vers des voitures
plus pilotable, Ferrari pourrait avoir fait un choix très intelligent vis-à-vis de cette nouvelle ère de la Formule 1. De son côté, Charles Leclerc valide le programme avec calme et précision. Il insiste sur un point clé. Ferrari a fait tout ce qu'elle voulait faire à Barcelone. Cette phrase de Charles Leclerc est pour moi essentielle par rapport à tout ce qui peut se passer en 2026. Pour moi, elle est essentielle, cette phrase, parce qu'elle veut dire que Ferrari, aux yeux de Charles Leclerc, est peut-être dans le droit chemin. Parce que pour moi, elle fait référence à une autre phrase qu'on avait eue en fin de saison dernière. Charles Leclerc avait dit 2026, c'est l'année ou jamais pour la Scuderia. Ce qui pour moi valait à plusieurs sens de compréhension. La première, c'est que Ferrari était face au mur et se devait de se relever immédiatement sous peine d'avoir un nouveau changement de direction, donc exit Frédéric Vasseur. Et puis deuxième vision pour moi, c'était le fait que ça pouvait être la dernière saison de Charles Leclerc du côté de la Scuderia Ferrari. Et là aujourd'hui, de voir que les pilotes sont satisfaits et que Ferrari a fait tout ce qu'elle voulait faire à Barcelone selon Charles Leclerc, c'est très rassurant, extrêmement rassurant. Après, pour la performance, on l'a dit, c'est pas forcément, on cherchait pas de la performance du côté de Barcelone, on cherchait de la compréhension. Et dans la compréhension, peut-être que Ferrari est un petit pas derrière Mercedes et un léger pas derrière. Par contre, on n'est pas sur, j'ai envie de dire, on n'est pas en retard. Voilà, on n'est pas en retard. Et dans un shakedown, c'est probablement la meilleure. Dans un shakedown, pardon, c'est la phrase de Charles Leclerc. C'est probablement la meilleure phrase possible. Et quand on regarde aujourd'hui, oui, après Barcelone, la hiérarchie est un peu lisible. Non, la hiérarchie n'est pas visible. Pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Oui, Mercedes a plus roulé, a plus de données moteurs, a une avance sur la gestion énergétique. Ferrari est très proche en fiabilité, c'est vrai, très proche en compréhension et parfaitement consciente dans ses axes de progression. Ferrari n'est pas en retard, je le disais, mais Ferrari est un demi-pas derrière, ce qui change tout. Barcelone n'a pas fait de Ferrari la favorite pour 2026, mais Barcelone a confirmé quelque chose de très important. Ferrari est prête, Ferrari est structurée, et Ferrari est dangereuse à moyen terme du côté de la Formule 1 2026. Et puis dans une Formule 1 2026 où le développement sera frénétique, une équipe qui part avec une base saine comme ça, un moteur fiable et des pilotes capables de retour fin et est une équipe qui peut très vite basculer dans la lutte. Donc Ferrari ne sort pas de Barcelone en tête, non, mais Ferrari sort exactement là où elle voulait être. Mieux vaut une base solide qu'un coup d'éclat prématuré pour la Scuderia Ferrari. Je suis très content, franchement je pense qu'on peut être très heureux, très satisfait des essais de précision à Barcelone de la Scuderia Ferrari. Ça apporte énormément d'espoir. Franchement, c'est pour moi le mot qui résume Ferrari aujourd'hui après les essais hivernaux. De pré-saison plutôt, je vais y arriver. C'est le mot espoir, clairement, du côté de Ferrari. Place désormais à une écurie qu'on attend énormément dans cette saison 2026. C'est certainement l'écurie, ou du moins la voiture qu'on attendait le plus à Barcelone sur le circuit de Catalunya. Oui, l'AMR 26 d'Aston Martin de Adrian Newey. Trop tard, trop différent, tout juste en avance sur son temps d'une certaine manière. Parlons un petit peu de cette Aston Martin, parce que s'il y a bien une équipe impossible à juger objectivement, c'est bien l'écurie britannique. Non pas parce qu'elle a été mauvaise, pas parce qu'elle a été rapide, mais parce qu'elle a presque à peine roulé en fait finalement. Aston Martin est arrivé très en retard sur le shakedown. La voiture ne prend la piste que le jeudi après-midi, j'irais même jeudi soir, et les premières images marquent immédiatement les esprits. L'AMR 26 est radicalement différente. C'est la première Aston Martin conçue sous la direction d'Adrian Newey, et ça s'est vu clairement. Architecture inédite, choix aérodynamique tranché, suspension et packaging clairement hors des sentiers battus. Aston Martin n'a pas cherché à copier, comme l'est bien sûr Adrian Newey, le génie designer de la Formule 1. Aston Martin a cherché à interpréter le règlement. Et le problème, ça a été le timing. Voilà, transition directe, ça fait mal. Mais le problème, ça a été le timing. Lance Stroll n'a couvert que 4 tours, je le disais, avant de s'arrêter en piste. Fernando Alonso, lui, assure l'essentiel le vendredi avec un peu plus de 60 tours. Et en termes de données, eh bien, c'est extrêmement peu. En termes de corrélation, c'est insuffisant pour tirer des conclusions de performance. Mais chez Aston Martin, ce shakedown n'était clairement pas une recharge de chrono. Le vrai objectif était
normalement ailleurs, vérifier que la voiture fonctionnait, valider l'intégration du moteur Honda, s'assurer que les concepts radicaux sont exploitables en conditions réelles, mais dans la finalité, on n'a pas fait énormément de tours. J'en ressors assez inquiet tout de même d'Aston Martin, pas au point de Williams qui n'a pas fait du tout les essais de pré-saison du côté de Barcelone, mais tout de même, arrivé aussi tard à Barcelone, alors que toutes les écuries de Formule 1 s'étaient donné rendez-vous à ce point précis, oui, ça la fout mal pour Aston Martin, c'est vrai. Un point aussi, c'est qu'une voiture potentiellement, probablement loin de son poids, non pas potentiellement, probablement, mais à l'heure actuelle, visiblement, c'est potentiellement loin de son poids cible, elle serait significativement en surpoids à Barcelone. Aston Martin n'a donc pas montré son vrai niveau. Alonso restait quand même très prudent, mais pas inquiet. Il parle d'une période très intense, d'une voiture qui répond correctement et surtout d'un énorme travail abattu pour simplement être présent à Barça. Aston Martin savait qu'arriver à Barcelone était déjà une victoire logistique et technique. Mais le vrai pari pour Aston Martin, c'est accepter un retard initial pour exploiter un concept différent. C'est un pari risqué, oui. Si le concept fonctionne, Aston Martin peut faire des bonds énormes. S'il ne fonctionne pas, le retard sera très difficile à combler, il faut être honnête là-dessus. Mais une chose est certaine, Aston Martin ne joue pas le même jeu que McLaren, Ferrari ou Mercedes. Il ne cherche pas la maîtrise immédiate, il cherche un avantage conceptuel tout de suite. Et Barcelone ne permet pas de juger Aston Martin sur la performance. Mais une chose essentielle est là, Aston Martin a osé. Aston Martin a pris des risques. Aston Martin a accepté l'inconfort du début de cette nouvelle ère de la Formule 1. Et dans une F1 2026 qui s'annonce peut-être ouverte, ce genre de pari peut soit coûter très cher, soit devenir le coup de génie de l'année. Parce qu'il y a une chose à comprendre en fait du côté de Aston Martin, c'est qu'ils sont arrivés à Barcelone en retard, mais avec une voiture, avec le concept agressif dont je vous ai parlé. Mais si on remonte un petit peu juste avant à ce que j'ai dit par rapport à Ferrari, Ferrari est arrivé avec une spec A, donc une spécification de voiture qui n'a rien à voir dans la finalité de ce qu'il y aura à Melbourne pour le premier Grand Prix de la saison. Aston Martin, ils sont arrivés à Barcelone en retard avec une voiture au concept quasi déjà fini. C'est mon regard. Peut-être que ce n'est pas... Aston Martin va nous dire non, c'est pas la réalité, mais du moins ils n'ont pas démenti ça. Mais quand on regarde ce qu'ils ont fait à Aston Martin, ils sont arrivés avec un concept extrêmement agressif qui pose des questions sur notamment la respiration, l'aération du moteur. Est-ce que le moteur Honda pourra respirer même si Aston Martin est motorisé exclusivement par Honda, donc c'est un partenariat profond, forcément, très profond. Aston Martin est devenu aujourd'hui une écurie d'usine, maintenant, puisque c'est une écurie constructeur en Formule 1 avec un partenaire exclusif moteur. Donc, tout ça en cumulé fait que Aston Martin a pris clairement un risque en amenant une voiture aussi extrême du côté de Barcelone. Maintenant, ça peut aussi être aidant, parce que Aston Martin, si on met un petit peu dans de l'eau dans le vin, on se dit aussi, ils sont arrivés avec leur concept quasi fini, donc du coup, ils peuvent développer d'ores et déjà leur concept fini pour aborder le premier Grand Prix de la saison à Barcelone avec les essais hivernaux, les 2 sessions qui arriveront dans 2 semaines. Il y a ça aussi à prendre en compte. Donc tout en cumulé fait que Aston Martin, il y a beaucoup d'interrogations. Je ne suis pas aussi optimiste que je ne pouvais l'être sur la fin de saison 2025, parce que là, Aston Martin est arrivé en retard. Quand tout le monde de la Formule 1 s'est donné rendez-vous à une date précise, à une session précise, ou du moins à une semaine précise, eux, ils sont arrivés très en retard. Alors que les autres sont arrivés vraiment comme il fallait, dès le lundi, prêts à rouler. Sauf Williams. Williams, on en parlera après. Donc voilà, je suis pas si optimiste que ça pour Aston Martin. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire de l'écurie d'Adrian Newey, désormais team principal et designer de l'écurie qui a sorti une AMR 26 très étonnante et très Adrian Newey, ça c'est sûr et certain. Continuons avec Alpine, les amis. Le virage conceptuel d'Enstone, j'ai nommé ça comme ça, parce que c'est vrai. Oui, Alpine s'annonce comme étant l'une des plus grosses surprises de cette saison 2026 avec Franco Colapinto, mais particulièrement pour notre Français Pierre Gasly.
S'il y a une équipe qui a surpris techniquement Barcelone sans faire de bruit médiatique, effectivement, c'est Alpine. Pas par les chronos, pas par la communication, mais par les choix techniques assez assumés. Et c'est suffisamment rare chez Alpine pour être souligné, vu à quel point c'était dramatique la saison 2025 de Formule 1. Depuis plusieurs saisons, Alpine avait un défaut majeur, une tendance à suivre plutôt qu'à se décider. À Barcelone, ce n'est plus le cas, clairement. La 526 marque une vraie rupture de philosophie. Dès le premier regard, on comprend qu'Enstone n'a pas copié une solution dominante. Ils ont tenté, en fait, leur propre lecture de règlement 2026. Et c'est à saluer d'être novateur dans sa manière de penser et d'être provocateur même d'idées et non pas juste de suivre Mercedes ça fait ça, on va s'inspirer de ça. Non, eux ils ont voulu créer. La 526 marque une vraie rupture de philosophie, je le disais. Le choix le plus marquant concerne la suspension avant notamment. Alpine adopte une architecture à tirant extrême, là où la majorité du plateau a opté pour des solutions plus classiques, à poussoir. Extrême, ça veut forcément dire des risques. Ce n'est pas un détail, c'est un choix structurel qui impacte la gestion de la hauteur de caisse, le comportement en entrée de virage, l'interaction avec l'aérodynamique active. Ce genre de décision n'est jamais neutre. Elle indique une volonté de contrôler différemment la plateforme aérodynamique. Et puis Alpine prend un risque, mais un risque réfléchi. C'est une interprétation originale de l'aéroactive, c'est vrai, mais du moins c'est assez intéressant de voir comment les choses évoluent, parce qu'au moins là on voit Alpine avec David Sanchez, David Sanchez qui a été audacieux et ambitieux et à vérifier maintenant si ça va être j'ai envie de dire, ça ira dans le bon sens. Voilà pour David Sanchez du côté de chez Alpine. Je parlais de l'aéroactive, je suis allé peut-être un petit peu vite, parce que dans l'aéroactive, il y a un autre élément intéressant, c'est le fonctionnement de l'aérodynamique active arrière, là où la majorité des équipes en fait relèvent le bord d'attaque des flaps. Alpine adopte une solution inversée. En fait, eux, les flaps s'abaissent. Donc en fait, du côté d'Alpine et de l'aileron arrière, en fait, du côté de chez Alpine, on inverse le sens d'ouverture de flap. J'étais étonné quand j'ai lu ça. J'étais très étonné. Mais visiblement, c'est important à leurs yeux. Sinon, ils ne l'auraient pas mis. La façon dont le flux est redirigé vers l'arrière, ça change, ça impacte cette inversion d'ouverture non pas de DRS, mais d'aileron arrière. La transition entre mode ligne droite et mode virage. Et la stabilité aérodynamique lors des phases intermédiaires. Ce genre de choses, ce sont exactement les zones grises de la réglementation de 2026. Alpine, en fait, explore là où d'autres sécurisent. Alors, je dis pas que les autres n'explorent pas des zones grises du règlement. Exemple typique, Mercedes avec son Power Unit. Mais au moins, là, on voit aussi, encore une fois, je le répète, mais Alpine qui va dans une volonté de provoquer, non pas négativement, très loin de là, mais positivement, et d'aller au plus loin dans l'exploration de la réglementation 2026. Et puis, autre signal fort, c'est qu'Alpine n'a pas figé ses voitures pendant le test. On a observé par différentes photos plusieurs configurations aérodynamiques, des ajustements visibles de la troisième journée. Il y a un capot moteur ouvert puis refermé selon les besoins de refroidissement. Ça peut donner l'impression d'une voiture non finie, mais en réalité, ça traduit une équipe en phase active d'apprentissage. Alpine te teste, compare, corrige. Et puis le moteur Mercedes est véritablement un socle stable aujourd'hui. Alors, désolé pour Viry-Châtillon, désolé pour la partie Renault du côté de Viry-Châtillon. Mais avec le passage au moteur Mercedes, Alpine s'est retiré un énorme poids, celui d'un développement moteur maison. Il y a moins d'incertitudes, peut-être certainement plus de stabilité par rapport au Power Unit du côté de chez Renault, et puis un focus total sur le châssis et de l'aéro, avec un gros point d'interrogation, c'est comment Alpine a réussi à intégrer ce moteur Mercedes dans la 526. Je vous le disais juste avant, Mercedes écurie mère arrive à mettre son moteur bien comme il faut dans son châssis de son écurie. C'est peu difficile à faire pour une écurie cliente, mais à l'heure actuelle, de toute façon, après c'est différent les enjeux. Alpine ne cherche pas à devenir championne du monde. Mercedes, oui. Alors, dans un juste milieu, Alpine, oui, a réussi semblerait-il, à bien intégrer son moteur et à pouvoir
faire évoluer dans ces systèmes le moteur Mercedes dans la 526. Pour la première fois depuis longtemps, Alpine peut travailler sans se battre sur tous les fronts. Le roulage discret mais utile a été très intéressant. Alpine n'a donc pas cherché la performance, mais l'équipe a beaucoup roulé en fin de test malgré quelques drapeaux rouges en début de semaine, c'est vrai. La capacité à rebondir et à finir avec un gros volume de tours est un signal très positif. Ça montre une organisation capable d'absorber les problèmes sans paniquer, ce qui change beaucoup par rapport aux précédentes années. Et puis Barcelone n'a pas fait d'Alpine un outsider au podium, mais Barcelone raconte quelque chose quand même de très important. Alpine a osé, Alpine a en quelque sorte arrêté de copier, mais Alpine a enfin pris des décisions techniques claires, une vraie décision, de vraies décisions pour pouvoir se développer dans la meilleure des directions et avec au moins une philosophie claire. Dans une ère 2026 où tout le monde tâtonne, une équipe qui assume ses choix peut progresser très vite. Encore faudrait-il que ce soit les bons. Et puis les vrais tests pour Alpine commencera à Bahreïn, mais pour la première fois depuis longtemps, la trajectoire semble cohérente. C'est une excellente nouvelle pour Franco Colapinto, bien sûr dans un premier temps, mais surtout en particulier pour Pierre Gasly, qui aura peut-être, pour la première fois depuis très longtemps, une très bonne voiture, pour ne pas dire une excellente voiture, avec un power unit digne de ce nom aussi. Red Bull maintenant. Alors Red Bull plus particulièrement, je ne vais pas me concentrer essentiellement sur le châssis. Parce que je pense que la question n'était pas forcément le châssis, la question était le moteur. Est-ce que le moteur de Red Bull, associé avec Ford, allait être bon, allait répondre aux attentes, allait répondre au niveau de la fiabilité? Et la réponse va être courte et claire. Oui, le moteur existe. Mais surtout, il a été beaucoup plus solide que prévu avec l'association avec Ford. Entre Red Bull et Racing Bulls, le kilométrage est conséquent pour un motoriste totalement nouveau en soi avec l'arrivée de Ford. Il n'y a pas eu de panne structurelle majeure, pas de crise et pas de moteur, j'ai envie de dire ingérable, ce qui est une excellente nouvelle, surtout dans une nouvelle ère de la Formule 1 aussi importante sur la partie moteur. Les retours pilotes sont jugés très intéressants, moteur jugé agréable à piloter, très bonne adaptation au niveau du pilotage, puissance exploitable et sans comportement brutal. Et puis l'accident d'Isaac Hadjar a évidemment perturbé le programme, mais il n'est déjà d'une aucunement lié à une question du moteur, et c'est un incident de pilotage dû à un problème de setup donc sur la voiture. Donc ce n'est pas la faute de Isaac Hadjar déjà d'une, et c'est pas la faute du moteur, c'est la faute à un problème de setup plus particulièrement. Le vrai enseignement sur Red Bull particulièrement, c'est que Red Bull a passé le cap le plus dur, existait techniquement comme motoriste, et en revanche Barcelone ne permet pas encore de dire que Red Bull est au niveau de Mercedes en compréhension énergétique. Le volume est inférieur, ça c'est sûr, mais la maturité est forcément moindre. Mais Red Bull n'est pas encore une référence moteur, mais Red Bull est déjà un acteur crédible de la F1 2026 avec son propre moteur, avec l'association avec Ford. C'est vraiment ce point-là, le châssis. J'avoue que j'ai pas trouvé essentiellement beaucoup d'informations parce que j'ai fait en sorte de me concentrer particulièrement sur la partie moteur. Et aujourd'hui, oui, on peut se rassurer pour Red Bull et Racing Bulls. Le moteur Red Bull Ford est là et répond aux attentes en termes de fiabilité. Et c'est une excellente nouvelle, forcément, avant l'arrivée des essais hivernaux du côté de Bahreïn. McLaren, maintenant, on enchaîne avec les autres écuries. McLaren, le shakedown, ça a été un goût mitigé, je pense, du côté de l'écurie britannique, champion du monde en titre avec Lando Norris et champion du monde en titre constructeur. La voiture arrive tard en piste par choix stratégique de McLaren. McLaren a voulu maximiser le développement en usine avant de rouler. Ça paraît assumé mais risqué, un peu façon Aston Martin. Ce risque se matérialise rapidement avec un problème de système carburant qualifié de mineur, mais extrêmement coûteux en temps en piste parce qu'ils ont pas pu rouler sur un après-midi. Dans une nouvelle réglementation, chaque heure perdue compte double, à mon sens, et quand McLaren roule, le potentiel est réel, c'est vrai. Le chrono de Lando Norris peut le montrer. Allez, la voiture est rapide dans la fenêtre des top teams, mais un shakedown 2026 ne se juge pas uniquement à la pointe de vitesse, il se juge à la fluidité du programme, à la capacité à accumuler des scénarios, la corrélation piste-simulateur dont on a tant parlé pour Mercedes. Et sur ces points, McLaren ressort derrière Mercedes et Ferrari. Et Mercedes et McLaren est clairement dans le match où peut-être, j'ai un peu de doute avec cette phrase que j'ai pu écrire, McLaren peut être dans le match, voilà. Mais Barcelone ressemble plus à une occasion partiellement manquée qu'à un test parfaitement exploité. Voilà pour McLaren. Cadillac maintenant. Alors oui, je fais vite sur McLaren parce qu'il n'y a pas essentiellement beaucoup de choses à dire sur McLaren. Ils ont eu un gros problème. Ils n'ont pas beaucoup forcément roulé.
Pour moi, je trouve que la dernière phrase que j'ai pu écrire, occasion partiellement manquée, voilà, je pense que ça résume parfaitement McLaren. Cadillac. Alors, Cadillac, pour les premiers essais de l'histoire de Cadillac de pré-saison en Formule 1, Barcelone, ça ne devait jamais être un test de performance, c'était un test de fondation du côté de ce Barcelone pour Cadillac. Nouvelle équipe, nouvelle structure, nouvelle culture pour la Formule 1 d'ailleurs à construire. Le programme est logiquement haché, il y a eu peu de tours, plusieurs soucis techniques, roulage limité d'ailleurs pour Sergio Pérez. Sur la feuille de temps, eh bien, Cadillac est loin, très loin, mais ce n'est absolument pas un problème à ce stade. L'objectif était de identifier les faiblesses, tester les procédures, faire fonctionner l'organisation en conditions réelles. Et de ce point de vue, Barcelone est utile, même si ça a été peu spectaculaire quand même pour Cadillac. Cadillac est exactement là où une nouvelle équipe doit être après un premier shakedown du nouvel ère, en bas du classement, mais avec une vision claire de ce qu'il faut corriger. Je ne qualifierais, on va parler d'Audi juste après, mais Cadillac et Audi, ce n'est pas du tout la même chose. Audi, ils étaient déjà en Formule 1 impliqués via InWheel et donc l'univers Sauber. Alors oui, il y a un nouveau pavillonnier du côté de chez Audi, mais en termes de structure écurie de Formule 1, Cadillac, c'est tout nouveau de A à Z. Je rappelle que Cadillac est motorisé par Ferrari, mais si je remets le nombre de tours de Cadillac, c'est 164 seulement. C'est quasiment 80 tours derrière les 240 d'Audi. Donc ouais, je trouve qu'en termes de tours, on était loin quand même du côté de chez Cadillac, mais il y avait beaucoup de choses quand même à corriger et qui vont être corrigés certainement pour les prochains essais hivernaux qui auront lieu du côté de Bahreïn. Voilà pour Cadillac avec Sergio Pérez et Valtteri Bottas, duo extrêmement important. On fera certainement un push-lap spécial Cadillac parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, vous le comprenez, et c'est un sujet il y a beaucoup d'attentes autour de Cadillac. J'ai beaucoup d'attentes envers Cadillac, mais je ne m'attends pas non plus à ce que Cadillac aille jouer le titre ou aille jouer des podiums, ou aille jouer même d'ailleurs des top 10 dans cette saison 2026. Non, Cadillac, il va falloir leur laisser beaucoup de temps, quitte à même à attendre 2 années, et quitte même je vais même aller plus loin, à attendre qu'ils arrivent avec leur propre moteur à partir de 2027 ou de 2028. Je crois que de 2028, pardon, excusez-moi. Parlons d'Audi, la réalité brutale de la Formule 1 moderne. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Pour Audi, eh bien Barcelone a été un réveil brutal. Les premiers jours ont été compliqués. Peu de roulage, drapeau rouge, retour fréquent au garage quand même. Le contraste avec Mercedes ou Ferrari est assez saisissant, malheureusement pour Audi. Je vous ai fait un épisode spécial sur Audi sur Pushlap il y a quelques mois maintenant. Je vous invite même à aller l'écouter pour comprendre pourquoi Audi s'implique en Formule 1. Cependant, la réalité est là. Ça n'a pas été des essais de pré-saison, de shakedown là, hyper convaincant quand même pour Audi. À prendre en compte une chose, c'est que l'écurie allemande est avec son propre moteur, donc sa propre unité de puissance. Donc c'est tout nouveau sur cette partie-là. On a vu l'écurie allemande passer une grande partie du test à résoudre des problèmes fondamentaux. La dernière journée était bien meilleure, c'est vrai. L'équipe parvient à accumuler beaucoup de tours et à sauver une partie du programme. Mais le constat global reste clair. Audi ressort avec l'un des plus faibles volumes de kilomètres au moteur du plateau. Mattia Binotto le reconnaît lui-même. La liste des points à analyser est immense. Audi ne cherchait pas la performance, Audi cherchait à valider ses bases, et sur ce point le test est utile, c'est vrai, ça a été utile, mais il montre aussi que le chemin vers la performance est à l'heure actuelle encore long. Quand vous regardez par rapport à Mercedes est optimal pour tenter d'aller chercher de la performance, pour aller chercher de la performance d'ores et déjà. Audi, avant d'aller chercher de la performance, il faut déjà que la voiture fonctionne, soit fiable. Voilà aussi la chose à prendre en compte. Donc voilà pour Audi. Et on termine avec une écurie qui a été... que j'ai beaucoup aimé, moi, sur ces essais hivernaux, c'est l'écurie Haas. L'écurie américaine qui, dans un bruit médiatique autour de Mercedes, de Ferrari, même de McLaren, surtout d'Aston Martin, Haas est passé relativement inaperçu. Et pourtant, leur shakedown est hyper intéressant. Haas a beaucoup roulé, très peu de problèmes majeurs, un programme propre, structuré et efficace. Sans chercher la performance, l'écurie américaine a validé quelque chose d'essentiel, la fiabilité globale de son packaging. Eh bien, grâce notamment à un volume de tours qui est solide, surtout comparé à certains concurrents directs, et surtout Haas a terminé le test en étant capable d'enchaîner les relais sans interruption majeure. Dans une F1 2026, je le répète, aussi complexe, c'est déjà une victoire, et Haas ne joue pas
le podium, mais As ne semble parfaitement positionné pour comprendre rapidement sa voiture, progresser régulièrement et éviter les crises inutiles. Je rappelle les tours de As, c'est le 3e plus haut nombre de tours, 386 avec 1797 km au total. Ferrari c'est 442, notamment vous remarquez que Ferrari et As en nombre de tours en moteur, eh bien c'est important pour le manufacturier moteur. On est à 992 tours du moteur Ferrari au total pour donc Ferrari, As, et il manque Cadillac aussi. Donc c'est plutôt bon. As fait le jeu de la Scuderia Ferrari en aidant au maximum au niveau du moteur. Je dirais que Cadillac, c'est un peu compliqué pour aider Ferrari à l'heure actuelle, mais As rend service énormément à Ferrari, à Scuderia Ferrari sur la partie moteur, mais surtout se rend service à elle-même. Je trouve qu'on n'en parle pas énormément des essais de pré-saison de As, mais ils sont relativement efficaces et surtout de bon augure pour Esteban Ocon, qui a été d'ailleurs le deuxième pilote avec le plus haut nombre de tours durant... Je vais vérifier, mais oui, le deuxième pilote avec le plus haut nombre de tours sur ses essais de pré-saison. 239 au total, 265 pour le plus haut nombre de tours pour George Russell. Antonelli, 237. Ouais, on peut pas parler de performance aujourd'hui, par contre on peut parler de fiabilité. Oui, la Formule 1 c'est pas les 24 heures du Mans, oui merci, mais ça n'en reste pas moins très intéressant à prendre en compte et à noter pour les essais hivernaux qui arriveront dans quelques semaines. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, ça c'est sûr et certain, pour Esteban Ocon plus particulièrement, ça c'est sûr. Donc voilà, alors il reste comme une écurie, j'en ai parlé effectivement lors du premier épisode de la saison 2, c'était avec Julien, cette semaine. Williams n'a pas roulé sur ses essais de pré-saison à Barcelone. Je suis extrêmement inquiet pour Williams. Alors oui, ils ont pris leur temps. Bon, voilà. Je donne déjà la même chose, je donne le même avis par rapport à Aston Martin. Quand la Formule 1 se donne rendez-vous, à Barcelone, à une date précise, on n'arrive pas en retard. Si on est en retard, c'est qu'on n'est pas prêt. Et Williams l'a dit, ils sont pas prêts. Et non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle particulièrement pour une écurie qui... et moi, je suis extrêmement inquiet. Alors, bonne nouvelle, c'est une chose de le dire, mais moi, je suis extrêmement inquiet. Pourquoi ? Parce que Williams a tout misé sur 2026. James Valve a tout misé sur 2026. Lui-même l'a dit. L'objectif, c'est 2026. Donc, arriver autant en retard sur la saison où tu mises le plus, l'ère où tu mises le plus, la réglementation technique où tu mises le plus, que tu as attendu aussi comme étant la surprise, l'écurie qui peut véritablement tout changer, potentiellement, véritablement changer son histoire, du moins, dans la nouvelle ère de la Formule 1, et essai de pré-saison, on les fait pas, on est en retard, notre voiture est pas prête. Le crash test a été fait hyper tardivement, là, cette semaine, pendant les essais de pré-saison. Non, c'est pas acceptable. Et moi, du coup, il faut le dire, oui, on est extrêmement inquiet. Il n'y a pas d'optimisme à l'heure actuelle quand tu regardes Williams. Quand tu sais que toutes les autres écuries, je prends l'exemple des concurrents de Williams qui peuvent l'être. Alpine a roulé 350 tours quasiment. As, 386 tours. Ferrari, 442, allez, on va dire ça. Racing Bulls, 300 tours. 300 tours également pour Red Bull. Aston Martin, 65 tours. Même constat d'ailleurs, je suis très inquiet aussi pour Aston Martin. Mais voilà, tout le monde a fait énormément de tours. Même à Cadillac, ils ont fait quasiment 164 tours. Donc, tout en cumulé, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est pas acceptable ce qui se passe du côté de chez Williams. Eux-mêmes le savent, je dis pas de quelque chose de novateur, mais voilà, c'est tout en cumulé, ça fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes Williams, il n'y a pas véritablement de point d'optimisme que tu peux avoir. Après, je peux vous dire une petite anecdote à l'aéroport, puisque je suis à Monaco. J'ai croisé quelqu'un qui travaille du côté de chez Williams, qui a piloté en simulateur. Je ne vais pas vous dire le nom pour être quand même, sinon c'est trop obvious. Mais je l'ai croisé, je lui ai demandé comment ça s'est passé du côté de chez Williams. Et il m'a dit, ça va mieux maintenant. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est une forme d'optimisme ? À vous de voir. En tout cas, moi, je reste toujours assez pessimiste par rapport à Williams. Je trouve que c'est pas acceptable ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà.
Voilà pour cet épisode spécial, les amis, du côté de Monaco. Voilà, je tenais à faire cet épisode débrief de tout ce qui s'est passé du côté de Barcelone pour les essais privés, avec un décor d'hôtel. Merci le Novotel pour la chambre, pour le tournage, parce que je tourne ça dans ma chambre. Et puis voilà, j'espère que cet épisode a été complet. Je ne sais pas combien de temps il a duré. On est sur un peu plus d'une heure. C'est tout ce qu'il fallait, de toute façon, on ne va pas faire plus. Donc ouais, immense merci pour tout votre soutien sur le retour de Push Lap, sur cette saison 2, avec donc ce deuxième épisode qui arrive un petit peu plus tôt, qui est dans un jour différent. Donc je vais le sortir dimanche 1er février. Pas d'épisode ce mardi, pourquoi ? Parce que comme je le disais au début, je suis à Monaco pour le rallye Monte-Carlo historique qui sera donc à suivre sur les réseaux de l'Automobile Club de Monaco. N'hésitez pas à suivre ça, c'est trop cool. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui aura lieu donc mardi. Ça aura lieu quel mardi ? Ça aura lieu le mardi 10 février pour le prochain épisode de Push Lap, le 3e épisode de Push Lap qui pourrait être avec un invité notamment. Oh, une invitée, tiens, justement, à voir les amis. Ciao, merci beaucoup les amis, pouce bleu, on s'abonne à Push Lap sur YouTube, on s'abonne à Push Lap sur Insta et sur TikTok. Et pour ceux qui sont en podcast, n'hésitez pas à noter Push Lap pour un bon référencement, notamment à mettre un commentaire également sous le podcast Push Lap. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous très rapidement pour un prochain épisode qui sera le 10 février. Ciao les amis, merci beaucoup les copains, ciao.